Bonjour, bien c'est vendredi, vous savez ce que c'est, Céline, ça? Le guide de l'accueil de l'étudiant. Voilà, c'est marqué que vous dessus. n'êtes plus d'ailleurs. Non, plus Bonjour, tout à fait. On est vendredi 18 septembre. 18 septembre, on reçoit monsieur le vice-président du pôle Guadeloupe, monsieur Didier Touche. Bonjour. Bonjour. Plus tard, on recevra donc monsieur Cornélie. Pas Guy, qui est mort, mais Woody Cornélie, c'est lui le directeur de RHT, Radio Haute Tension, une petite radio qui monte, comme on disait autrefois pour M6. Et puis on aura notre rubrique Caraïbes Scoop, comme chaque semaine, avec Sabrina Okagos, qui est déjà là. Voilà, je vous laisse dévoiler les titres. Dans les titres de ce vendredi 18 septembre, fragilisé mais déterminé, Cédric Cornet a fait une première apparition médiatique hier sur Canal 10 après plusieurs mois de silence. Le conseiller régional était l'invité d'Yvelisse Boissé dans Politiquement Vôtre. Nous entendrons des extraits de cette interview exclusive. Opération nettoyage ce matin à Capesterre-Belle-Eau. La région et le département organisaient conjointement un enlèvement de sargasses dans deux endroits distincts de la commune. Les détails de cette opération dans notre sujet. Et puis le MACT hors les murs. Ce matin, une équipe de l'espace caribéen d'expression et de mémoire a investi le lycée hôtelier du Gosier, délocalisé pour démocratiser ce lieu de connaissance et de culture. Pourront parler qui de mieux d'Annie que son président Jacques Martial, qui est donc allé à la rencontre des lycéens ce matin. C'est comme évident. Voilà, alors, je lisais donc dans la presse, c'était le jeudi 3 septembre, rentrer dans une université apaisée. Voilà, je vous montre, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est dit dans le journal, et je demande à monsieur Détouche, est-ce qu'il confirme? Oui, je confirme que nous avons eu une rentrée dans une université apaisé, mais c'est un peu normal après des vacances qui ont été, j'espère, pas normal après tout ce qui s'était passé avant quand même. Hein. Voilà, mais en tout cas souhaitable. Oui. C'est vrai que nous sommes à l'université, que ce soit sur le pôle Martinique ou le pôle Guadeloupe, mais singulièrement sur le pôle Guadeloupe, dans une dynamique de travail que nous avions commencé dès le semestre dernier, dès les mois de mars à peu près, et une fois que la loi a ratifié l'autonomie des pôles, c'est-à-dire a ratifié l'ordonnance et a permis que nous puissions avoir un cadre de fonctionnement général allant vers les désirs exprimés par la communauté universitaire du pôle Guadeloupe, c'est-à-dire une possibilité de pouvoir travailler de façon plus autonome, plus responsable et plus réactive, eh bien, il ne restait plus qu'à se mettre au travail. C'est ce que nous avons fait, non seulement moi avec toute mon équipe, mais également les administrateurs et également l'ensemble du personnel administratif et les enseignants. Et d'ailleurs, nous avons été très contents de voir que, avec les premiers chiffres des inscriptions, qui ne sont actuellement pas encore terminés, mais avec les premiers chiffres des inscriptions, nous voyons que toute la tourmente qui nous a touchés, et aussi les évolutions que nous avons souhaitées, eh bien, la population nous a fait confiance et les étudiants, les élèves, les primo-rentrants, les bacheliers, eh bien, se sont inscrits en masse dans notre université, qui fait qu'on a plus d'inscrits au moment où je vous parle qu'au même moment l'an dernier. Alors c'est important ce que vous dites, parce que les parents d'élèves et d'étudiants qui vous regardent aujourd'hui, certains étaient inquiets jusqu'au mois de mai. Est-ce qu'il faut vous étiez mon amour dans l'université en désordre? Aujourd'hui, pour leur dire que effectivement, s'ils sont même à Bordeaux, à Toulouse, ils peuvent les rapatrier à la limite. Oui, tout à fait. Et on espère que des avions seront affrétés pour ça. Non, c'est vrai que nous avons vraiment veillé à ce que déjà, dans notre système d'inscription, qui était une inscription en ligne, on puisse s'inscrire dans de très bonnes conditions. Il y a ensuite un partenariat avec le CROUS qui fait que ce soit pour trouver un logement, une bourse ou s'inscrire dans une formation, vous avez vraiment un service public qui est assuré de façon complète, qu'il a été tout le mois de juillet et qu'il a été dès le 29 août chez nous. Et puis vous avez des tuteurs qui ont accueilli les étudiants de façon remarquable et qui ont permis de guider les étudiants, les primo-rentrants dans leur première démarche d'inscription. Enfin, nous avons vraiment des formations et de nouvelles formations notamment qui ont été mises en place et qui sont relativement attractives. Je pense particulièrement au DUT MMI multimédia à Saint-Claude et également à cette école d'ingénieurs qui ne cesse de progresser. Alors oui, il est bon quelquefois peut-être d'avoir un peu de désordre pour avoir un peu d'ordre, mais nous sommes résolument sur les chemins de l'ordre et surtout en capacité d'assurer notre première mission qui est la mission de service public de l'enseignement supérieur et de la recherche. À ce niveau-là, que ce soit les salles de travaux dirigés, les amphithéâtres ou les labos, tout le monde travaille.
C'est lui. Danick parlait de rentrée apaisée en référence à un papier. Alors moi, je ne voudrais pas gâcher l'ambiance, mais on a quand même vu passer quelques chiffres, justement, qu'on a ressortis un petit peu à l'occasion de la rentrée sur le taux de réussite des élèves, notamment en licence. Et 82% échouent en première année de licence. C'était des chiffres, il faut le préciser, de 2013. Alors on comprend aussi l'inquiétude des parents, forcément. Tout à fait. Juste un commentaire sur ce chiffre et qui va aller en s'améliorant. Oui, il faut, mais paradoxalement, ce chiffre montre que l'Université des Antilles, à de longue date, c'est une tradition chez nous, n'a jamais donné de diplôme au rabais. Nous avons toujours tenu à former, mais à bien former. Ce qui a permis aux étudiants qui passaient leur licence ou leur DEUG, qui ensuite allaient dans d'autres universités, y compris à l'étranger, eh bien de bien réussir. Ça, jusqu'à présent, on a toujours eu des témoignages positifs à ce niveau. Maintenant, il faut voir quelles sont les causes profondes de ce taux d'échec en licence qui, il faut le dire tout de suite, n'est pas un bon taux, n'est pas quelque chose de bon. Mais qui témoigne, voilà, mais qui non seulement n'est pas propre à l'Université des Antilles, mais n'est pas propre seulement aux petites et moyennes universités, dans la catégorie dans laquelle nous entrons, mais qui en plus témoigne d'une réalité que vivent ces étudiants et singulièrement aussi leurs parents. La Guadeloupe et la Martinique restent des terres où il y a eh bien, un certain niveau social qui ne permet pas à certains enfants d'avoir d'emblée au bac un certain niveau. Alors même si on a un bon taux de réussite au bac, il faut bien voir que faire des études, ça coûte. Ça demande aussi d'avoir eh bien, des prérequis très élevés. Et on constate dans certaines filières que, en particulier le droit, dont je suis issu, eh bien qu'on accueille beaucoup d'étudiants qui n'ont pas forcément leur place à la faculté de droit. Alors, nous travaillons sur 2 axes depuis pratiquement 1 an et demi, et nous allons cette année vraiment cibler encore plus parce que j'ai l'intention de mettre sur pied des appels à projets pédagogiques pour faire en sorte que la communauté produise elle-même des éléments d'amélioration de l'apprentissage académique universitaire, donc tout ce qui est pédagogique mais didactique, mais également la pratique, et de faire appel à l'extérieur également pour qu'on puisse avoir par exemple des conférences sur la confiance en soi, etc., pour que nos étudiants puissent se sentir de plus en plus à l'aise et aptes à travailler. Mais je dois dire que la réussite en licence est l'une de nos préoccupations. Nous avons déjà utilisé des dispositifs de réussite en licence, tutorat, également des projets par département d'enseignement qui permettent de développer un certain nombre de facultés, donc aide à la rédaction de curriculum vitae, prestations artistiques, théâtrales, etc., qui permettent à l'étudiant de se sentir bien et de mieux réussir. Et puis, surtout, une grosse politique de partenariat académique pour faire en sorte que dès le lycée, d'une part, les enseignants du lycée puissent mieux connaître l'université, l'enseignement universitaire, et réciproquement, que les universitaires connaissent un peu mieux ce qu'on attend et ce qu'on fait avec les élèves au lycée, mais aussi faire en sorte qu'il puisse y avoir une meilleure orientation après le bac pour que les étudiants aillent dans des filières qui seraient plus appropriées pour leur parcours, mais aussi pour tous leurs prérequis, et puis qu'ils puissent évoluer avec la certitude d'avoir des débouchés après. Donc c'est tout ce travail-là que nous sommes en train de mettre en place et d'effectuer pour améliorer ces résultats. Il faut combien d'années pour ça? Franchement, pour augmenter vraiment, là nous sommes vraiment au bas de l'échelle. Voilà, pour inverser la tendance, pour avoir déjà des chiffres qui seraient positifs, il faut à peu près 2 ans, de sorte que les nouveaux dispositifs puissent... En fait, il faut 3 ans, parce qu'il faut que l'étudiant primo-entrant qui trouvera de nouveaux modules lui permettant de mieux réussir en licence, puisse en licence avoir sa licence, et qu'on voit que finalement en 3 ans pour avoir une licence il a eu sa licence, et qu'on en a donc eu plus. Maintenant, je ne vous cache pas que sans aussi un effort de tous les partenaires, mais aussi de l'ensemble de nos enseignants, pour un renouvellement aussi d'un certain nombre d'approches pédagogiques, ça sera difficile. Donc c'est vraiment une mobilisation à laquelle moi j'appelle, et à laquelle j'ai déjà appelé par différents biais, pour qu'on puisse se pencher sur cette réussite en licence, parce que c'est vrai que les étudiants... On a des masters de très bonne qualité et reconnus, mais on se rend compte que les étudiants vont de plus en plus vers les licences professionnelles, vers les DUT,
et vers les licences Bac+3, et que ce qu'ils veulent, c'est surtout acquérir une compétence plus qu'acquérir un savoir et une compétence. Il faut donc trouver le juste milieu, mais faire en sorte qu'un étudiant qui sorte avec un Bac+3 soit bien formé, le fasse surtout en 3 ans et non pas en 5 ans. Alors, j'entendais récemment sur les zones de France Inter, pour ne pas citer, un président d'université, un syndicaliste qui disait que beaucoup d'étudiants restent sur le carreau, ils n'arrivent pas à trouver de filière. Alors, est-ce qu'en Guadeloupe, on a ce problème d'étudiants qui n'arrivent pas à entrer à l'université parce que ceci, parce que cela? Non, plus maintenant, oui. Parce que les formations que nous offrons sont très diverses. Oui. De plus, de façon générale, même hors université, l'ensemble de l'offre de formation post-bac est très étendue. En plus, nous avons la possibilité de permettre à des étudiants de faciliter leur démarche pour aller étudier à l'étranger. Je vous avais dit une fois sur ce plateau que nous n'avons aucun problème avec ça. Simplement, nous savons que nous avons des étudiants qui reviennent et ils viennent riches d'expérience. Donc, c'est une très bonne chose. Le monde universitaire est vraiment quelque chose de vaste. Et il y a, à travers les différentes collections que nous pouvons avoir, par exemple, un étudiant peut aller faire un semestre en Europe aussi, dans le cadre de programmes d'échange. Donc, il y a une mobilité souhaitée et une mobilité qui est beaucoup encouragée pour que nos étudiants puissent trouver, quoi qu'il arrive, une formation et qu'ils puissent être bien formés. Pour ce qui est de la Guadeloupe, du pôle Guadeloupe, c'est vrai que nous avons cette diversité. Donc on peut aller de médecine à gestion, à lettres, à droit, à sciences, à école d'ingénieurs, à activités physiques et sportives. Mais nous, l'intérêt, c'est qu'on veut aussi offrir des diplômes qui permettront de plus en plus plutôt à nos étudiants d'être employables directement sur le marché du travail guadeloupéen, avant toute chose. Il y a une adéquation quand même entre l'offre et la demande. Nous y travaillons. Pour le moment, oui, on ne peut pas dire le contraire. Mais nous y travaillons parce que la société évolue. Les besoins d'hier ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a beaucoup besoin. On a besoin d'entrepreneurs, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de pas mal de gestionnaires, et on a besoin de beaucoup de juristes. Donc, il faut être capable de proposer des formations Bac+3, Bac+4 pour ces étudiants-là, mais nous devons aussi les accompagner dans des projets éventuels de réorientation professionnelle, universitaire, pour faire d'autres formations ou avoir d'autres diplômes. Nous travaillons également sur l'insertion professionnelle, puisque c'est l'une des missions de l'université désormais, et nous avons un service très actif dans ce domaine qui donc met en relation les équipes pédagogiques, les étudiants, les filières et les entreprises. Et enfin, nous allons travailler de plus en plus sur, je dirais, la formation tout au long de la vie, qui permet à des salariés déjà de venir se former et d'avoir un surplus de compétences. On retrouve Didier Détouche tout à l'heure après la pub pour la suite de cet entretien et aussi le développement de l'information. Il est déjà plus de 12h30. Il n'est que 12h40. Si vous prenez l'antenne en ce moment, sachez que nous recevons aujourd'hui Didier Détouche, qui est le vice-président du pôle universitaire Antilles, l'ancienne UAG. On recevra tout à l'heure dans la foulée le directeur de RHT, une petite radio qui monte, radio haute tension. Et puis nous aurons notre rubrique, notre chronique, on peut dire Caraïbes, avec Caraïbes Scoop tout à l'heure, avec Sabrina. Encore quelques questions avec Didier Détouche. Alors, est-ce que du point de vue financier, puisque je sais qu'il y a une grosse bagarre là-dessus, on peut dire qu'aujourd'hui l'université est assise? Alors, assise sur quoi? Ça dépend. il va le dire. Sur le trésor. Alors, en fait, je crois, déjà, je tiens à dire quelque chose, c'est que c'est vrai que travaillant dans le service public, nous dépendons de la subvention de l'État. Pour à la fois payer notre masse salariale pour près de 70 millions d'euros et pour assurer le fonctionnement des composantes et donc la mission d'enseignement et de recherche pour à peu près 5 millions si on se fie aux chiffres de l'an dernier. Mais notre plus grande richesse, c'est vrai, elle est humaine. La richesse, ce sont vraiment les étudiants.
La richesse, ce sont les associations étudiantes. Et la richesse, elle provient de l'engagement répété des enseignants-chercheurs qui travaillent vraiment constamment pour à la fois produire une qualité scientifique de leurs manifestations, de leurs recherches et autres qui soient à dimension internationale, et puis au niveau des enseignements aussi, puisque nous avons cette charge-là de construire l'avenir de nos jeunes. Alors, d'un point de vue financier, oui, nous nous sommes battus, singulièrement le pôle Guadeloupe, nous sommes mobilisés parce que nous avons constaté que la Guyane, s'en allant, l'État n'avait pas pris la mesure du poids financier qu'allait coûter ce départ et du risque sur le pôle Guadeloupe notamment qu'il y avait, puisque nous avons de nouvelles responsabilités en termes de bâtiments à entretenir, de coûts aussi, de matériel. De surface de surface, et si nous sommes aidés, tout à fait, si nous sommes aidés grandement par les investissements de la région, qui va financer près de 50 projets par le biais d'une convention pluriannuelle d'objectifs, et bien sous le fonctionnement dépendant de l'État. Et moi, comme je l'avais annoncé ici, je me retrouvais avec près de 3 millions de charges incompressibles à régler, en ne disposant pratiquement que de presque 1 million. Donc nous avons effectivement eu cette mobilisation, nous avons débattu, nous sommes allés voir le ministère, la présidente et le recteur se sont aussi mobilisés pour faire en sorte que nous puissions être entendus en haut lieu, et puis les politiques se sont mobilisés, notamment l'exécutif régional et les députés. Et puis, nous avons eu gain de cause, puisque non seulement des projets que nous avions qui étaient très forts, comme la création d'un IUT en Guadeloupe, et qui a été acté, a été validé, mais en plus, nous avons eu à 2 reprises, dans un premier temps, l'administration de l'enseignement supérieur qui nous disait « D'accord, on n'a pas tenu compte de vos surfaces, nous allons vous faire une rallonge budgétaire pérenne qui tiendra compte de ça, puisqu'on n'a pas rentré dans nos données informatique, l'augmentation de vos surfaces qui nous permettent de calculer ce qu'on vous donne. » Et puis nous avons eu ce geste du président de la République qui a rajouté 150 000 euros, faisant la rallonge monter en tout à 750 000 euros. Mais l'autre bonne surprise, c'est que, et ça montre que nous avions vraiment raison de nous mobiliser, c'est que notre dotation globale de fonctionnement, donc la subvention de l'État, a augmenté cette année, du fait d'une part du départ de la Guyane qui fait qu'il y a des coûts qui sont moindres, oui. Voilà, mais aussi parce que l'État, se penchant concrètement sur la question, s'est rendu compte qu'il fallait réévaluer notre dotation. Et nous sommes passés de près de 5 millions à peu près 7 millions globalement, ce qui est donc, il y a un magot. Très rare. Il y a un petit magot. Qui est, alors, ça n'est pas un magot, c'est ce que nous devions véritablement avoir, mais comme nous sommes en croissance, bien évidemment, il faudra petit à petit trouver des moyens, nous, d'acquérir quelques subsides à l'extérieur, et puis de toujours demander à l'État qu'il puisse veiller eh bien, à l'égalité entre les territoires et au fait que nous puissions assumer notre mission de service public en Guadeloupe et en Martinique. Je voulais juste dire un mot peut-être du numérique, parce qu'on sait que c'est un secteur qui sera aussi vecteur d'emploi de plus en plus. Alors vous parliez du pôle multimédia, est-ce qu'il y a d'autres initiatives peut-être plus ponctuelles, peut-être même dans l'année qui va venir à ce niveau-là, que ce soit de la formation ou des ateliers peut-être? Oui, alors elles sont pour le moment un peu diverses, hein. On n'a pas encore un plan numérique. Par contre, alors, nous insistons sur la croissance de la numérisation de nos enseignements pour faire en sorte que les étudiants puissent avoir accès aussi par le biais d'Internet à nos plateformes d'enseignement, aux exercices, etc. Nous sommes donc dans une politique de développement de la formation au multimédia avec ce diplôme qui existe à Saint-Claude, sur le campus de Saint-Claude, et qui forme les futurs techniciens de tout ce qui est Internet, les blogs, mais aussi multimédia, le travail en audiovisuel et même le cinéma. Nous avons également développé une politique culturelle très forte sur le pôle Guadeloupe, qui consiste à permettre que nous puissions avoir des manifestations, mais qui soient retransmises un peu partout. Donc nous travaillons sur une forme de, une communication virale qui fait que nous sommes en train d'acquérir une expertise de plus en plus au sein du pôle Guadeloupe sur ces nouvelles technologies. Nous accueillons des manifestations permettant aux acteurs de cet univers de s'exprimer, et très prochainement, nous allons passer une grande étape. Je
n'en dirai pas beaucoup. Mais nous aurons une manifestation qui sera une première en Guadeloupe, qui est mondialement connue, mais qui permet surtout de faire de la Guadeloupe un point focus sur toute la planète. C'est ce qu'on appelle rester sous grâce à Internet. Il reste sous X. Donc l'université là va innover avec des partenaires qui viendront faire une manifestation. Bon, je n'en dis pas plus, mais on saura bientôt. C'est le teaser là. Voilà, tout à fait. C'est vraiment un bon teaser. Dites-moi, monsieur Détouche, est-ce que, puisque vous parlez de culture, est-ce que le mémorial vous fait de l'ombre? Ou alors, au contraire, vous nous mettez dans la lumière? Non, le mémorial me donne du travail, mais ne nous fait pas de l'ombre. Au contraire, il faut être clair. On ne peut pas avoir un rayonnement international et culturel si on n'a pas une ambition à ce niveau-là qui est à la hauteur, pas simplement du désir et du besoin politique du moment, ou des politiques du moment, mais du potentiel qu'il y a sur place. Il se trouve qu'en Guadeloupe, mais aussi en Martinique, nous avons de très grands historiens, nous avons de bons anthropologues, et nous avons surtout... De bons juristes aussi? Pardon? De bons juristes aussi? Oui, aussi, nous avons de bons juristes, Danick, et nous avons aussi... des acteurs de la culture qui sont extrêmement dynamiques. Oui. Le mémorial a vocation donc à accueillir tout un certain nombre de manifestations, d'activités, mais dans le domaine essentiellement culturel, mais en liaison totale, comme on dit chez nous, avec la recherche scientifique. Et le pôle universitaire de Guadeloupe a à cœur, et je l'ai annoncé, de faire en sorte qu'on puisse établir le plus de partenariats possible avec des universités qui ont des chercheurs qui travaillent sur des problématiques historiques liées à l'esclavage, mais aussi économiques et de façon générale sur toutes les problématiques qui touchent les pays insulaires et les pays en voie de développement. C'est la raison pour laquelle nous avons déjà commencé à contacter l'Université du Gabon, mais nous allons contacter aussi d'autres universités, le Sénégal aussi, avec lesquelles j'ai des contacts, pour qu'on puisse avoir régulièrement dans des colloques et des manifestations scientifiques, que nous puissions avoir des partenariats, et le Mémorial Act aura certainement à cœur de pouvoir accueillir tous ces scientifiques. Mais il faut dire que le mémorial a une très bonne initiative en ce moment, c'est de se déplacer. Et nous, au niveau du pôle Guadeloupe, nous allons faire la même chose, donc certainement en partenariat, c'est-à-dire que nous voulons véhiculer à la fois une connaissance de ce que nous faisons en termes de recherche et d'acquisition de savoir, mais également en termes de culture, puisque l'université est un lieu où foisonnent les nouvelles idées, et notamment en matière culturelle. Et donc, nous irons sur divers sites de la Guadeloupe, en partenariat également avec le mémorial, pour pouvoir exporter tout ce savoir-faire. L'avant-dernière question, comme d'habitude, Céline. Moi, justement, c'était pour terminer un petit peu sur le MACT. Est-ce que ça peut faire aussi jaillir des sujets de thèse, justement, pour les étudiants? J'imagine que ce lieu de connaissance aussi, ça peut servir à des étudiants pour s'appuyer justement sur cette ressource. Tout à fait. Ça peut servir à avoir plus de manifestations scientifiques et de colloques, donc plus d'enseignants-chercheurs et de scientifiques qui vont se déplacer. Nous, à construire des filières éventuellement, et notamment peut-être une doctorale ciblée. Je sais que sous Saint-Claude, ils y travaillent déjà. Et donc faire en sorte qu'on puisse avoir des doctorants qui travaillent dans un lieu d'accueil, puisqu'il y aura des moyens de connaissances multimédia, mais aussi des livres, bibliothèques, etc. Et donc ça sera un moyen de rayonner scientifiquement. Mais c'est vrai que l'exigence avait été posée dès le départ, quand le Mémorial Act, le projet a pris naissance. Tous ceux qui s'intéressent à la question de l'esclavage, de l'histoire des Antilles et singulièrement aussi de l'histoire des Amériques étaient déterminés à pouvoir faire fonctionner ce lieu, et c'est ce que nous allons faire. Nous sommes très optimistes parce que c'est vrai que c'est à la fois un bijou architectural, mais c'est un énorme potentiel qui est offert à la Guadeloupe, qui va ainsi accueillir le monde entier. Alors, deux dernières questions. Oui, dernières quand même. Oui. Alors, d'abord, le lionnage avec les universités de notre environnement proche. Oui. Parce que c'est un dossier, je sais, sur lequel on a beaucoup travaillé dans les années dernières. Et puis, je ne sais pas, est-ce qu'on pourra faire une petite incise politique vu la situation, ou vous êtes libre de répondre ou de ne pas répondre, ou de prendre un joker? Mais Danick, parce que c'est vous, il n'y a pas de souci. Alors, d'abord, sur la CARICOM, sur la réalité caribéenne de l'université. Vous savez, la réalité caribéenne, elle est tellement
réel justement, tellement ancré dans l'activité de bon nombre, non seulement de mes collègues, mais aussi des décideurs locaux, que le travail consiste surtout, que ce soit à l'université ou ailleurs, à demander au pouvoir public de nous faciliter la tâche pour qu'on puisse œuvrer dans une dynamique de coopération gagnant-gagnant. Le problème, c'est que quand vous regardez les conditions de transport, les relations diplomatiques qui quelquefois traînent un peu, entre guillemets, de la patte, la divergence de statut, la Martinique est intégrée d'une façon, à la Caraïbe, la Guadeloupe d'une autre. C'est vrai que, on sent que quelquefois ça peut être un peu laborieux. Mais la réalité caribéenne, le lionnage caribéen, et je dirais même l'identité caribéenne, sont des vécus quotidiens sous lesquels on travaille. Les étudiants de la Caraïbe viennent souvent... Par contre, alors c'est ce que j'allais vous dire, par contre, nous avons des échanges avec les différentes universités de la Caraïbe, ça c'est vrai, mais nous allons étendre ces échanges parce qu'ils sont, pour moi en tout cas, ils sont insuffisants pour beaucoup, et nous devons faire en sorte qu'il puisse y avoir beaucoup plus d'allées et venues. Oui. À l'heure actuelle, nous en avons plus qui partent de chez nous et qui vont en Caraïbe que nous accueillons. Mais nous en avons quand même, nous avons pas mal de partenariats. Et puis nous avons des initiatives. Nous avons une association... l'association de sciences politiques qui s'appelle ADESPO, qui est en train de monter un très beau projet pour faire en sorte qu'il y ait une réunion de toutes les filières de sciences politiques de la Caraïbe, et on va voir si on peut faire en sorte que cette manifestation ait lieu en Guadeloupe, sous le pôle Guadeloupe. Nous avions aussi été contactés, alors c'est pas la Caraïbe, mais c'est un peu la francophonie, mais qui doit rayonner dans la Caraïbe, pour avoir une manifestation qui accueillerait donc toute la francophonie à l'université en Guadeloupe. Les Jeux de la francophonie sont prévus, si vous le savez. Oui. Et donc dans ce cadre-là, sans problème, nous ferons fort d'appuyer là où il faut pour faire en sorte que notre coopération se développe singulièrement dans le domaine universitaire. Et puis, vous savez, nous avons une expertise à faire valoir dans la Caraïbe. C'était le temps, il y a quelques années, où, par exemple, des juristes allaient aider à faire les constitutions en Haïti. Surtout, oui. Nous avons une formation ingénieur où il y aura forcément un public caribéen qui sera intéressé et qui viendra de plus en plus remplir nos bancs d'amphithéâtre. Donc nous sommes très confiants, mais ça c'est vraiment un dossier qu'on ne lâchera jamais. Alors la dernière question, vraiment la dernière. Il y a 2 jours, nous recevions un politologue, un de vos collègues, oui. Et nous avons posé la question, on vous posait la même. Est-ce qu'aujourd'hui, à la veille de ce régional, il n'y a pas une bipolarisation de l'électorat ou même de la chose politique en Guadeloupe en ce moment? Comment vous, sur le politologue que vous êtes, a une vision, vous voyez un peu ce qui va se passer et qui risque de se passer dans les mois qui viennent, les semaines qui viennent? Alors moi, vous savez, j'analyse surtout les choses sous l'angle en fait de l'histoire politique et de l'histoire des institutions. Je dois dire que la période que nous vivons actuellement est une période inédite. Parce que jusqu'ici, la politique s'est toujours traduite autour de 2 affrontements. L'affrontement classique, hérité donc du lien avec la métropole, qui est l'affrontement gauche-droite, et puis un affrontement autour de la question de l'évolution statutaire, pour ou contre. Et quelquefois, ceux qui sont à gauche ou à droite peuvent se retrouver pour ou contre. Bon. Aujourd'hui, on est rentré, pas aujourd'hui, depuis quelque temps, on était rentré beaucoup plus du fait de l'hégémonie socialiste en Guadeloupe, parce qu'il y a eu un affaissement, puis un effondrement de la droite. Eh bien, on s'est retrouvé dans une situation où l'affrontement était interne au socialisme, et donc avec un socialisme qui se disait plutôt local et territorial et un socialisme d'affiliation plutôt nationale. Mais derrière ça, c'est caché en fait une rivalité entre 2 politiques très forts, 2 leaders, chefs d'exécutif du département, conseil général de l'époque, et de la région. Aujourd'hui, le législateur et l'État nous ont dit les institutions de demain, c'est bien sûr, il y a l'Europe, toujours en filigrane, et puis c'est tout simplement l'intercommunalité et la région. Ce qui fait que ceux qui étaient dans une position de mieux contrôler les intercommunalités ou de gérer la région se sont retrouvés dans une position politique, une position de force politique. Et ce qu'on a vu au cours de la dernière élection départementale, c'est l'impact de la vie municipale, politique municipale, de la vie politique intercommunale et des élections communautaires sur les élections cantonales. De force, quoi, en fait. Voilà. Donc la chose a été inversée. Et moi, je pense que
de point de vue politique, c'est difficile de dire autrement. À partir du moment où la région et le département sont entrés dans les mains du même parti politique et singulièrement du même leader politique, même s'il y a une forme binôme, il faut bien reconnaître que nous sommes dans une situation relativement plus monopolistique qu'une situation binaire. Par contre, il y a une personnalisation autour de deux personnalités, c'est vrai. Moi, j'en ajouterai une troisième parce que même si électoralement, peut-être que les élections départementales n'ont pas été très bonnes pour elles, mais c'est vrai que la candidature de Mélina Seymour est une candidature qui est atypique et qui fait parler d'elle. Et donc, je trouve qu'il y a donc cet affrontement de personnalités, mais d'un point de vue politique, quand on regarde l'échiquier, tout le travail des politologues consiste à démontrer que les jeux ne sont pas encore faits. Et ce n'est pas chose facile, parce que la situation actuelle est véritablement, sans être hégémonique, d'un point de vue politique, assez monopolistique. On y reviendra probablement, on n'ira pas plus loin aujourd'hui. Je vous remercie d'être venu répondre à ces questions. Il est pratiquement 12h56 avant la pub. On a le temps de développer quelque chose avec Céline. C'est l'information qui continue. Merci, Didier Detouche. Il est apparu fragilisé mais déterminé. Cédric Cornet a fait une première apparition médiatique hier sur Canal 10 après plusieurs mois de silence. Il était l'invité d'Yvelisse Boissé hier soir dans Politiquement Vôtre. Il fait l'objet, je le rappelle, d'une enquête pour atteinte sexuelle sur mineurs et a pris congé de la vie politique depuis. C'était courant juin, je crois, Danick. On revient sur ces quelques moments forts de cet entretien exclusif. J'ai été trahi, j'ai été sali, et je pense que même là, le fait que je soutienne Victorin Lurel, que tous ceux qui ne le soutiennent pas vont s'acharner sur les réseaux sociaux pour me salir. Mais je vous dis quelque chose, pour moi le plus important, c'est que les gens qui m'aiment continuent de m'aimer. Les autres, ça voulait dire qu'ils n'étaient pas des gens qui m'aimaient, c'est tout. Et que moi, je ne souhaite à aucun de mes adversaires d'être mis en examen ni de faire de garde à vue. Parce que c'est vraiment, Madame Boissé, quelque chose d'horrible. C'est vraiment, je peux vous le dire, c'est quelque chose que... C'est vraiment une épreuve. Et surtout, moi qui suis un hyper dynamique et quelqu'un qui aime faire des choses, qui aime mettre des projets en place, qui aime mener des actions, le fait qu'on me dise, entre parenthèses, stopper, bloquer, patienter, c'est encore une deuxième épreuve pour moi. Serez-vous quand même présent pour les prochaines élections régionales? Au fond de mon cœur, je suis très positif là-dessus. Au fond de mon cœur, j'ai envie d'y aller avec Victorin Lurel. Mais comme je vous l'ai dit, la décision ne m'appartient pas. Alors, est-ce qu'il veut y aller avec vous? Alors, Madame Boissé, quand vous l'interrogerez ici, j'ai regardé, quand vous l'avez interrogé, vous l'avez dit, il faut prendre du temps. Ce que je vous dis. Si le président Victorin Lurel décide de me mettre sur sa liste et que les Guadeloupéens lui demandent, parce que je rappelle que jusqu'à aujourd'hui, je suis innocent. Jusqu'à aujourd'hui, mon casier judiciaire, il est vierge. Jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à demain, et jusqu'à qu'on arrive à où on doit arriver. Je ne sais pas où est-ce que ça va mener, puisque comme j'expliquais, je patiente. Dans ma tête, il y a comme une machine qui me dit « tu vas y arriver ». Ah oui. Quoi qu'il se passe, tu vas y arriver. Madame Boissé, on m'a déjà fait tellement de coups, on m'a déjà fait tellement de mal, mais chaque matin, je sais que un jour, je serai président de région. Voilà, opération nettoyage à Capesterre-Belle-Eau. Ce matin, la région et le département ont organisé conjointement un enlèvement de sargasses dans 2 endroits distincts de la commune. Le département a diligenté le nettoyage dans le nouveau port de pêche dont l'entretien relève de ses compétences. La région, de son côté, est intervenue entre Four-à-Chaud et la plage de Roseau en ciblant les zones urbanisées et habitées. Voyons ce reportage, il est signé Maxime Morel. À la responsabilité des ports et donc il est tout à fait normal que nous puissions intervenir ici et donc nous sommes intervenus d'ailleurs déjà sur d'autres ports, au Saint-Allant-des-Mûriers et à Marie-Galante, au Gosier, etc. Mais il était important que nous venions ici aussi parce que
La difficulté pour nous d'intervenir comme maintenant, c'est que les besoins ici étaient beaucoup plus importants, les volumes étaient beaucoup plus importants. Et donc c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous avons donc demandé et obtenu, dans le cadre de cette collaboration renforcée avec la région, nous avons obtenu une aide de la région pour que nous puissions pas seulement traiter le port, mais aussi traiter les abords du port. Pour les habitants de la zone, ce n'est pas vivable parce que les odeurs, et nous-mêmes qui passons, que ce soit même sur la route, on sent les odeurs. La présidente a entendu la voix des conseillers et c'est un phénomène global sur la Guadeloupe et donc il était urgent pour nous d'agir à Capesterre. Depuis quand même 3 mois, nous n'arrêtons pas de faire des demandes. Je crois qu'aujourd'hui nous sommes là, ils sont en train de travailler. Ce sera les Capestériens, mais particulièrement les personnes qui habitent à Sainte-Marie, qui seront heureux aujourd'hui de voir qu'il n'y aura plus de sargasses. Alors quand je dis qu'il n'y aura plus de sargasses, maintenant, parce que les sargasses vont arriver tous les jours. Donc il y a quand même un effort considérable du département, mais il y a avec la coopération renforcée département-région, donc c'est 50 000 € du département, 50 000 € de la région, un travail fait en mutualisant nos efforts pour Capesterre, pour Sainte-Marie, pour la population, pour les pêcheurs. Les sargasses, on en a tous les jours dans les casiers, filets, et bon, on ne sait plus quoi en faire maintenant avec ça. Et ceux qui arrivent sur la côte, c'est un petit problème pour la santé de nos aînés dans le quartier. On constate qu'ils sont assez souvent malades à répétition, même s'ils sont un petit peu âgés, mais ils n'étaient pas aussi malades que ça. Mais on espère que ça continuera et pour que ça aille mieux aussi. Parce que vous avez vu un peu la couleur de l'eau. Nous les pêcheurs déjà, on est obligés de rentrer dans l'eau pour aller dans notre embarcation chaque matin. Ça aussi, on ne sait pas demain quelle retombée qu'il y aura sur notre santé, nous aussi, nous les marins pêcheurs. Voilà, sans transition nécessaire puisqu'on reçoit un capestérien. Ça tombe bien. On a bien fait de le recevoir aujourd'hui. Bonjour Monsieur Corneli. Bonjour Danick. Alors Monsieur Corneli, il faut le présenter. Il est directeur de Radio Haute Tension. Cette radio se situe à Capesterre, mais rayonne sur toute la Guadeloupe et même au-delà, puisqu'il réussit le tour de force à être aussi bien écouté que la radio d'État, puisque cette radio qu'on dit une petite, mais en fait c'est fou de dire aussi une petite radio, a fait le tour de la Guadeloupe, le tour de la Martinique, tout de la Guyane et le tour de la Guyane. Et le championnat des Dômes. Les championnats des Dômes. Donc c'est dire que c'est une très petite radio, vraiment une très petite radio. Je crois que ça doit intéresser Bolloré. Alors Monsieur Corneli, avant même de parler radio, je voulais bien vous réagissiez un petit peu sur ce qui se passe dans votre commune, puisque vous êtes un observateur attentif de la vie politique capestérienne. Vous savez la situation de votre commune, de la mairie, des opposants, de l'opposition. Quelle analyse que vous faites aujourd'hui de Capesterre? Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'on a reçu ici les 2 R, Ramassamy et Ramdini. On n'a pas reçu Boujane pour l'instant, mais ça viendra. On vous reçoit aujourd'hui, on est vraiment friand de savoir ce que vous pensez. Donc l'homme de radio que je suis, l'observateur, vous l'avez dit, Dani. Oui, tout à fait. En ce qui concerne cette vie politique, il faut savoir qu'au niveau de Capesterre-Belle-Eau, rien ne va plus. Et aujourd'hui, c'est aussi la faute des Capestériens, avant tout. C'est de votre faute, alors? Tout à fait. Oui. Je dis les Capestériens, y compris moi, peut-être... Parce qu'ils ont choisi les mauvaises personnes? Choisir les mauvaises personnes, oui ou non. Il y a eu les élections municipales, donc c'était le moment du changement. Ça n'a pas été fait pour des raisons de personnes, d'hommes, querelle d'hommes. On a constaté un premier adjoint aujourd'hui qui rebelle, et donc il était le leadership pour replacer la même équipe qui était là depuis plus de 20 ans. Donc on constate politiquement Capesterre s'endort autour de quelques hommes. Et aujourd'hui, pour changer ces donnes au niveau de Capesterre, ce sont les acteurs qui doivent économiser. Est-ce qu'il faut tout changer, tout bouleverser? Il faut tout changer. Et ce ne sera pas le changement d'un homme ou d'une équipe qui va faire améliorer. Il faudra aussi changer la mentalité au niveau d'organisation des Capestériens qu'aujourd'hui, pendant 20 ans, ils ont dormi. Alors, on va revenir sur tout ça tout à l'heure. Pour l'instant, on prend juste une petite pause de pub. Et avec vous, on va continuer. On va parler radio, bien sûr, on va parler éco-politique. On va parler radio et de Radio Haute Tension particulièrement. C'est la page de pub tout de suite. Il est un peu plus de 13 heures.
13h12 dans le ZCL, on reçoit toujours M. Widi Corneli, le directeur de RHT. Juste une dernière petite question. La question des sargasses, ça a pris du temps à se résoudre. Ça a pris du temps. Bon, on est en campagne électorale. Hein. Donc aujourd'hui, il faut que les élus départementaux qui sont à Capesterre montrent qu'ils sont là, qu'ils existent, car vous le savez, le problème de sargasses, c'est aussi le même problème que l'eau. Hein. Donc il y a Capesterre, vous le savez, que tant qu'on n'a pas d'hommes ou de femmes fort au niveau de Capesterre, on aura toujours ce problème d'intervention, car souvent pour l'exécutif régional ou encore départemental, que Capesterre est acquis. Hein, donc avec le positionnement politique des hommes que nous avons, des politiciens que nous avons à Capesterre, c'est pas la peine de faire Capesterre penche vers qui en ce moment? Parce que j'ai dit il y a 2 airs, mais quel est le bon air? C'est un bateau sans capitaine, c'est un bateau, sans capitaine, sans aussi même matelot. Hein. Donc, même si on voit l'apparence des 2 airs que vous avez dit ou encore d'autres, pour le moment, il faudrait que nos politiciens en place fassent très attention, car on peut voir revenir quelqu'un comme Gérard Lauriette aux affaires d'ici quelque temps à Capesterre, car chacun essaie de se positionner sans un vrai projet pour Capesterre. D'accord. Alors, quel est le poids de votre radio dans les élections? Parce que quand il y a des élections, j'imagine que les gens font la queue pour venir parler à RHT. Particulièrement, c'est ce qu'on appelle une radio locale de proximité. Comment ça se passe? Donc, il faut savoir, bon, effectivement, hein, à chaque élection, on voit aussi les élus. On se fait reprocher aussi d'appartenir à tel ou tel groupe d'élus. Mais nous invitons tout le monde, nous donnons la parole à tout le monde au niveau RHT. Et pendant la campagne, effectivement, on va redémarrer d'ici octobre la préparation du régional au niveau de RHT, en ce qui concerne les invités au niveau politique. Et ce sera tout le monde. Ce ne sera pas bilatéral. On n'a pas de clan. Widi Corneli peut-être à son clan, hein, mais la ligne éditoriale a voulu, et tant que je serai aussi directeur, de donner la parole à tout le monde en respectant tout un chacun, sans aussi vendre peut-être son âme. Donc les auditeurs ne sont pas, sont encore friands de débats politiques malgré la situation que vous décriviez à Capesterre. C'est un peu, on pédale un peu dans le débat politique à Capesterre. On l'évite, hein, car il y a trop de friction au niveau aujourd'hui à Capesterre, au niveau de ce débat politique qui n'est pas enrichissant. Hein, on constate ce querelle de personnes, l'intérêt de la population n'est pas en jeu. Et comment on élève le débat alors justement? Pour élever ce débat, il faut aussi avoir des politiciens qui veulent lever ce débat. Hein. On constate et vous y arrivez alors? C'est très difficile. C'est très difficile car ce parti pris, on a l'impression qu'on pose une question qui peut déranger tel ou tel politique, qu'on est donc de l'autre côté ou autre. Et on se fait tous les jours à Capesterre. Par rapport à nos politiques, on va le constater qu'on ne reçoit presque pas d'élus à Capesterre qui refusent, qui trouvent aussi Boutier trop loin. Hein. Ah oui, ils refusent de venir chez vous? Ah oui, tout à fait, je le dis aujourd'hui, qui refusent des invitations. Il faut courir après. Donc, simplement, ces élus, on les entend ou on les voit qu'en campagne électorale. Malheureusement, nous avons la chance de recevoir, je le dis, hein, même des députés au niveau de la Guyane, de la Martinique, qu'on est reconnu, au niveau de la France métropolitaine, et même en dehors de Capesterre, quels que soient les élus. Trois-Rivières à côté qu'on reçoit, Saint-Claude, il y a d'autres communes qu'on reçoit, mais à Capesterre, nos élus se cachent. Et je le dis très haut et très fort, ils se cachent. Incroyable ça. Alors, sinon, comment s'organise la grille programmatique de RHT en ce moment? Parce que vous accordez une grande place quand même au sport, il faut le dire. Notre entrée sera donc début d'octobre, hein, donc on attend toujours cette rentrée par rapport, il ne faut pas le cacher, hein, donc on regarde ce que fait aussi les autres, les références donc à celle de Grand Camp encore du Mont Bernard, et nous on essaie d'adapter pour faire cette complémentarité, car il faut savoir qu'en radio aujourd'hui il ne faut pas des petites radios ou grandes radios, il faut être complémentaire, et nous on essaie de faire cette complémentarité. Où il manque quelque chose sur les autres, on met donc en avant cette grille de programme effectivement basée sur le sport, mais aussi de la proximité, que nous faisons beaucoup de proximité.
Qu'est-ce que la radio permet et que d'autres médias comme la presse ou même la télé ne permettent pas à votre sens? Pourquoi vous aimez la radio? La radio, il faut le dire, c'est le média le plus écouté. Même Facebook qui fait... J'ai pu écouter quoi, notre ZCL là la radio en général, c'est un média, si vous le savez. La radio, c'est l'un des médias. Et aujourd'hui, il faut le noter, c'est pas la radio, n'est pas simplement la bande FM. Aujourd'hui, avec la numérisation de la radio ou encore Internet, je prends l'exemple que nous, quand je vois sur cette couverture de Tahiti qu'on avait des messages de la Réunion, de Nouvelle-Calédonie, Chine, on se posait la question qui s'intéresse du sport, du cyclisme ou encore de la Guadeloupe. Je crois que l'avenir de la radio va passer par cette numérisation de la ces DAB, médias. c'est une réalité, ça va être une réalité. Ce ne sera pas vraiment la DAB parce qu'ils ont échoué en Europe. Donc, je suis aussi responsable de RHT, mais au niveau du CSA, je suis aussi un interlocuteur assez présent au niveau de la nouvelle technologie qui doit arriver. Ce sera la RNT, ce sera la radio numérique terrestre et ce sera aussi comme la télé, mais pas utiliser cette nouvelle norme à quel que soit le prix. Il faut savoir que cela va coûter beaucoup d'argent et que beaucoup de radios vont disparaître aussi si on n'arrive pas à se synchroniser au niveau de tous les médias radio associatifs. Justement, j'allais vous poser la question un petit peu plus générale. Comment se portent les radios associatives sur la bande FM? Parce que bon, on connaît entre guillemets les radios officielles, le RCI, Guadeloupe Première, etc. Mais à côté de ça, il y a une floraison d'autres radios. J'aime pas dire les petites radios, d'autres radios. Est-ce qu'elles arrivent à vivre avec les moyens qui leur sont alloués, ou est-ce qu'elles arrivent à se développer du point de vue de l'information, du point de vue du sport? Est-ce que ce sont, comme on disait avant, des robinets à musique? Beaucoup de robinets à musique, il ne faut pas le cacher. Beaucoup de responsables de radio ne font pas la radio. Parce qu'aujourd'hui, autant en 81, quand c'est arrivé, bon, effectivement, la radio associative, avec la loi de 86, a permis que des gens se faisaient plaisir en radio. Mais aujourd'hui, même si on est radio associative, on a symboliquement les mêmes charges que la radio d'État ou encore RCI ou encore autres. Car la radio n'est pas facile, il faut avoir le budget, des émetteurs, donc à ce niveau-là, mais et des gens aussi, il faut aussi du personnel. Et beaucoup de radios associatives aujourd'hui en Guadeloupe, ce sont des robinets à musique, car ce sont des ordinateurs qui tournent, et où on essaie de voir comment, avec une fédération que nous avons montée, fédérer tout le monde pour avoir des programmes que chacun peut trouver ces programmes pour diffuser, pour permettre de ne pas avoir ces programmes à musique, car chacun a sa place, mais c'est très difficile, surtout quand on a les collectivités majeures qui ne travaillent pas avec les radios associatives, il faut le dire. Il faut vraiment taper le poing sur la table pour avoir les miettes restants, mais vous le savez déjà que dans ce pays Guadeloupe, on n'aime pas tellement donc les radios, sinon celui qui paie, c'est celui qui décide, et c'est aussi la conviction de beaucoup de médias en Guadeloupe, où nous à RHT on refuse ce genre de conception avec celui qui paie, c'est celui qui décide. Oui, parce que c'est important aussi d'avoir une diversité justement au niveau des radios. Cette diversité n'existe pas. On constate qu'on a eu un moment de radio patriotique. Avec beaucoup de difficultés, on s'est posé la question, des gens qui se trouvent autour de ces radios, est-ce qu'ils ont compris le sens de faire progresser ces radios? On a eu des radios politiques, donc aussi avec des adhérents qui peut-être n'ont pas compris l'utilité, l'existence de ces radios, et on a aussi des radios qui tuent aussi, des radios de jeunes. Quand j'en prends le temps d'écouter des émissions de 19h le soir avec nos jeunesses, ces radios qui sont vraiment en perdition de notre jeunesse par rapport au contenu. Donc on constate que ça arrange tout le monde à ce niveau-là et que ceux qui sont devant resteront toujours devant. Combien de radios en dehors de RHT font de l'information aujourd'hui dans les radios associatives? À ma connaissance, nous sommes peut-être 3. 2 radios, une radio du côté d'une radio religieuse et puis une radio interschool du côté scolaire. C'est tout. Et tout le reste, il y a combien? Il y a 30 radios? Il y a 33 radios environ. Et 27 radios, ce sont des 27 robinets à musique. Robinets à musique, pas d'information. Mais il faut savoir, Danick, vous êtes bien placé pour le savoir. Faire de l'information, c'est pas facile. Moi, je prends l'exemple à RHT, on a quand même 5 personnes payées. Donc, pour faire de l'information, et le salaire de fin de mois, des fois, c'est très difficile. Il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher. On en sait quelque chose. C'est la dernière, pas l'avant-dernière, la dernière. Alors, pourquoi Radio Haute Tension?
l'histoire est tellement longue. Pour l'histoire, il y a 2 ou 3 jours, cela fait 30 ans la création, donc on a eu 30 ans le 15 septembre. 30 ans le 15 septembre que cette radio existe. Et c'est dû, disons, à l'attention qu'a eu le responsable, le créateur que je suis. Donc, un des animateurs a dit, ok, mais c'est toujours en tension, mais non, tension, nous finissons avec ça. Voilà, c'était pour ça. Comme ça, c'est parti comme ça. C'est parti comme ça depuis 30 ans. Et c'est jamais retombé. Jamais tombé. Alors, il faut dire que la radio, elle est sur le net. Ah, c'est une web radio alors. Ah oui, c'est une web radio aussi. On est sur la Bonne FM et on va lancer pour une première en Guadeloupe, disons, on a été le premier en France, sans modestie, de faire du radiovision, qu'on a fait des essais et qu'on va lancer ce qu'on appelle la fameuse radiodivision qui était développée. Qu'est-ce que c'est la radiovision? Expliquez ça aux gens. Donc la radiovision, c'est tout simplement que quelqu'un qui écoute la radio sur son portable ou sur encore son ordinateur, sur ses tablettes, pourront voir ce qui se passe en studio et on aura l'image du studio, le style. Alors on n'écoute plus la radio, on la regarde. On la regarde. Voilà. Céline va être contente, on va la voir sur Radio Tension. Ça me laisse sans voix, ouais. Voilà. Merci Woody Cornélie d'être venu parler de Radio Tension, de nous donner un petit peu le pouls de ces jeunes radios. Malheureusement, comme vous avez dit, il y a trop de radios à musique. Alors les hommes à Radio Musique, pourtant, ils m'enlèvent pour faire que l'information passe, et pas seulement ZCL ni RHT, mais il faut une diversité. Voilà, merci d'être venu. Tout à l'heure, ce sera la rubrique Caris Coupe, mais pour l'instant, c'est Céline qui développe son journal Enfin. La CAF et EDF main dans la main pour une opération de solidarité. Ils ont distribué ce matin au Gosier à quelques 400 personnes un kit Agir Plus. Alors qu'est-ce que c'est? Il comprend ce kit, notamment des lampes basse consommation ou encore une douchette pour permettre de réduire la consommation énergétique. Vous l'aurez compris, l'ambition bien sûr est de les aider à réduire la facture. Voyons ce reportage, il est signé Nicolas Hachi avec Alain Hannibal. Envoie à l'ensemble de ses clients démunis. Nous avons aujourd'hui 40 000 clients en Guadeloupe qui sont au tarif de première nécessité. Nous envoyons chaque année effectivement des kits à l'ensemble des clients qui comportent ces produits qui permettent de faire des économies. Cette campagne, vous la voyez actuellement, nous allons à la rencontre des clients dans chaque commune, au Gosier aujourd'hui, à Sainte-Anne il n'y a pas longtemps, à Petit-Bourg bientôt, au Moule. Nous rencontrons les clients pour les aider encore une fois à bien comprendre comment économiser et voir leur facture d'électricité réduite. Dans le cadre de la convention que nous avons avec EDF Archipel Guadeloupe et en collaboration avec les différents CCAS, des centres communaux d'action sociale, nous avons mis en place cette opération de remise de lampes LBC à des allocataires que nous avons listés dans notre fichier comme ayant des revenus d'un certain montant. Donc, au niveau du quotient familial. Donc ce sont des familles qui ont des revenus précaires. Puisque nous savons qu'au niveau de notre département, les familles ont des difficultés justement à pouvoir payer leur électricité et on souhaite qu'elles fassent des économies au niveau de l'énergie. Les familles sont effectivement sélectionnées, mais elles sont surtout suivies par nos travailleurs sociaux au niveau de leur appartement, au niveau de leur ménage. Et les travailleurs sociaux sont là pour leur donner des conseils sur l'utilisation des différents dispositifs, que ce soit déjà la lampe LBC dont il s'agit aujourd'hui, mais surtout au niveau des différentes possibilités d'aide que nous avons au niveau de la CAF, notamment pour leur faire acquérir des équipements performants. Nous sommes ravis de cette opération aujourd'hui qui se déroule dans cette jolie salle du Gosier où on rencontre l'ensemble de nos clients invités à participer à cette opération dans le cadre de nos actions de solidarité envers les clients démunis. C'est une réunion pendant laquelle, avec nos partenaires que sont la CAF et le Centre d'action sociale de la commune du Gosier, nous présentons des informations aux clients pour les aider à consommer moins d'électricité, faire des économies d'énergie, en leur donnant des conseils, en répondant à leurs questions. Donc il y a de nombreux échanges. Les clients sont intéressés et souhaitent apprendre justement comment mieux gérer leur consommation d'électricité. Et puis évidemment, on va leur remettre justement des produits de la gamme Agir Plus d'EDF, qui sont par exemple des lampes basse consommation, qui vont leur permettre, dès qu'ils vont rentrer chez eux, de commencer à faire des économies. J'ai eu la douchette et les régulateurs d'eau.
Alors comme ça on va pouvoir faire des économies? Ah oui, j'en fais déjà. Ça vous manquait? J'en avais déjà 2 petites comme ça, oui. Mais j'en parle avec mes enfants et je leur donne de bons conseils pour faire le maximum parce que vous savez, quand on lave la vaisselle, les enfants ont tendance à ne jamais fermer le robinet. Même nous en tant qu'adultes, on le fait de temps en temps. Et puis ça va nous faire prendre conscience aussi et partager aussi avec d'autres parents. Parce que quand la facture doit arriver, tout le monde se plaigne, mais quand on consomme, on ne fait pas attention. On ne voit pas, c'est après quand on a la facture, on voit ce qu'on a consommé ou pas. Voilà, réduire sa consommation, c'est bon pour les finances et l'environnement. Au total, près de 6000 personnes bénéficieront de cette distribution en Guadeloupe dans les semaines et les mois à venir. Et puis hier, à Saint-Claude, on a parlé également maîtrise de l'énergie. Il s'agissait de sensibiliser les agents de la ville à la nécessité de réduire, là aussi, la facture. Voyons ce reportage, il est signé Jean-Luc Anani. Sensibilisation des agents du personnel communal en fait de Saint-Claude sur la maîtrise de l'énergie. C'est vraiment pour sensibiliser l'ensemble des agents afin qu'ils soient exemplaires, que la collectivité elle-même soit exemplaire sur la thématique énergie. Je me charge essentiellement du personnel communal, des élus, des agents techniques et j'ai des confrères qui se chargent de la population, des particuliers, qui sont les espaces FO Énergie et d'autres aussi agents qui se chargent des entreprises ou d'autres domaines. Alors économiser l'énergie, ça va dans son bureau genre, là, par rapport à la gestion de la climatisation, bien l'éteindre, fermer les portes, qu'on soit vraiment dans un espace clos pour climatiser. Également l'éclairage, avoir une bonne gestion, une optimisation des équipements, faire attention à l'utilisation de son ordinateur, de l'éteindre, donc tout tant de gestes qu'on peut faire à la maison mais également au bureau. Je travaille avec l'ensemble des collectivités de Guadeloupe et celles qui me sollicitent, qui peuvent mettre à disposition un certain temps pour leurs agents pour qu'ils soient sensibilisés, font appel à moi et je viens les voir et on fait ce genre de séance. On est dans la continuité de notre démarche d'agenda 21. On a souhaité justement être une ville exemplaire, tout d'abord en commençant par notre collectivité au sein de notre mairie. Donc derrière, on a mis une action de sensibilisation pour la maîtrise de l'énergie. Alors le geste simple qu'on connaît le plus, c'est au niveau de la climatisation. C'est fermer la porte quand la climatisation est en fonctionnement. Lorsqu'on part le soir, éteindre justement tous les équipements pouvant consommer. Parce que maintenant, on a beaucoup d'équipements qu'on laisse en veille et qui, on va dire, a une consommation qu'on appelle des fois inactif, mais qui consomme. Nous avons commencé par notre personnel, mais c'est vrai, auparavant, il y avait des points d'info au niveau de la mairie sur la consommation d'énergie menée par la CEP et on poursuit notre travail au niveau des scolaires. On va commencer justement cette sensibilisation au niveau des scolaires et pour encore continuer avec la population sur des points d'information. Le Mémorial Act hors les murs. Ce matin, une équipe de l'espace caribéen d'expression et de mémoire a investi le lycée hôtelier du Gosier, délocalisé pour démocratiser ce lieu de connaissance et de culture. Alors pour en parler, qui de mieux que son président, Jacques Martial, qui était donc présent au lycée hôtelier avec les élèves. Voyons ce reportage, il est signé Yanis Péquignot. Le Mémorial Act est en train de se déplacer sur la Guadeloupe parce que nous sommes dans un cadre particulier que sont les Journées européennes du patrimoine, dont c'est la 32e édition, mais c'est la première fois pour le Mémorial Act que nous participons à ces Journées européennes. Le projet que nous avons eu et qui est le nôtre de toute façon, c'est d'être au plus près des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens et dans le cadre de ces journées, d'être comme ce matin auprès des jeunes qui sont en formation pour leur parler du Mémorial Act, pour leur parler du projet du Mémorial Act. Et ici, nous sommes au lycée hôtelier de Gosier, donc, et ces jeunes qui sont en formation de BTS Tourisme ou ces jeunes qui sont en formation aux divers métiers de l'hôtellerie vont être des ambassadeurs, sont appelés à devenir des ambassadeurs du Mémorial Act, à être en contact avec des touristes, avec des personnes étrangères, avec des Guadeloupéens, avec des Caribéens qui vont leur demander mais qu'y a-t-il à voir en Guadeloupe? Pourquoi devrais-je venir en Guadeloupe? Qu'est-ce que je pourrais y faire si j'y venais? Qu'est-ce que je peux y faire puisque j'y suis? Et de leur expliquer ce qu'est le Mémorial Act, ce patrimoine du XXIe siècle. Aujourd'hui, j'ai appris comment a été fait le Mémorial Act. J'ai aussi appris de quoi ça parle et j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai appris de nombreuses choses sur l'esclavage, des choses que je n'avais pas encore entendu parler et j'ai pu entendre parler aujourd'hui.
je l'ai jamais encore visité, donc oui, j'ai appris énormément. Je trouve que c'est une bonne idée puisque l'architecture est très jolie, ça c'est pas dérangeant à regarder. Et puis ça apporte quelque chose, une connaissance qu'on n'a peut-être pas forcément, qu'on n'a pas forcément cherché ou qui n'est pas forcément accessible. Donc oui, je pense que c'est une très bonne idée. Ça permet aux jeunes qui n'ont pas, comme moi, qui n'ont pas fait la démarche eux-mêmes d'aller le voir, de s'y intéresser et de leur donner l'envie d'y aller justement. Voilà, et sachez, Danick, que l'opération se décline cet après-midi à la maison d'arrêt de femmes à Bémao, dans cette opération Le Macte hors les murs. Alors, rappelons quand même que demain soir, il y aura le concert de Rosan Monza, concert qu'il ne faut pas rater, Céline. Sur l'esplanade du mémorial. C'est du Goka. Mais oui, j'y serai avec plaisir. Vous serez et vous allez danser. Ah ça, c'est moi. C'est à voir, c'est à voir. Il faut venir pour voir. D'accord. Voilà, c'est ça. La suite ? On continue avec une petite brève. Trois-Rivières, ça vous parle, Danick? Bien sûr. Vous savez que la ville lance son application mobile cet après-midi. Trois-Rivières rentre dans le digital, en fait. Ah oui, complètement. Dans l'ère du 2.0, voire du 3.0. Trois-Rivières, c'est Trois-Rivières 3.0, vous voyez. C'est vrai, voilà, tout est dit. Donc vous retrouverez notre sujet dans le JT de ce soir à 18h30. Présenté par moi-même. Et habillé par moi-même. Voilà. Merci Céline. On revient tout de suite à notre Caraïbes Scoop Hebdo. Bonjour Sabrina. Bonjour Danick, bonjour Céline, bonjour à toute la Guadeloupe. Et à la Caraïbe. Et à la Caraïbe, bien sûr, qui nous regarde sur Canal 10. Absolument. La semaine dernière, on avait commencé donc à essayer de bien comprendre cette grande Caraïbe. Alors quand on dit grande Caraïbe, ça veut dire il y a une petite Caraïbe. Bref, on avait délimité un peu l'espace caribéen. Est-ce qu'il y aura encore des choses à dire sur cette grande Caraïbe? Parce qu'il y a peut-être un élément qui nous a échappé, c'est que, je vous le disais, des pays comme le Mexique, comme la Colombie, comme Venezuela, qui ne sont pas des îles, se revendiquent comme étant aussi caribéens. Pourquoi, Sabrina? Ben effectivement, Danick, même quand on a pu le voir tout à l'heure dans les sujets qui ont été présentés aujourd'hui, que ce soit avec l'université, que ce soit avec le Mémorial Act, donc la Caraïbe, c'est une réalité de plus en plus présente dans notre quotidien, donc y compris ici en Guadeloupe. Et en fait, ça nous permet de voir qu'en ce qui concerne la Grande Caraïbe, donc j'ai la jolie carte qui s'affiche. La semaine précédente, on a vu que si d'un point de vue historique, ce sont les îles qui ont d'abord été mises en avant avec les voyages des grands navigateurs et que ces îles ont donné d'ailleurs le nom à la région en référence à la mer des Caraïbes, mais qu'au fil du temps et de l'évolution historique et également géographique, que finalement la Caraïbe du départ est devenue cette grande Caraïbe qui va englober donc non seulement l'arc des Antilles avec les petites Antilles, les grandes Antilles, mais aussi tous les pays, voilà, tous les pays et les territoires donc qui seront baignés par la mer des Caraïbes d'une façon ou d'une autre. On aura l'occasion au fil des chroniques de revenir à ce sujet sur des considérations un petit peu plus de géopolitique, économique également, qui expliquent ce choix. Mais c'est vrai que maintenant, on parlera plus de Grande Caraïbe. Je voyais en fait que, par exemple, mais en Guadeloupe, nous avons un meeting international d'athlétisme de la Grande Caraïbe. J'ai vu qu'il existe également un circuit Grand Caraïbe, je ne sais pas si vous connaissez, non, pas du tout. Un championnat d'équitation qui se passe en Guyane. Oui. Donc pour dire que cette Grande Caraïbe devient vraiment de plus en plus présente dans les esprits et même dans le langage finalement des Caribéens que nous sommes. Pour répondre plus précisément à la question sur le Mexique, sur le Venezuela, on pourrait parler aussi de la Colombie et de Belize aussi, Belize. Voilà, tout à fait. Donc, ils sont qu'au-delà du critère d'insularité. Maintenant, ces différents pays vont se revendiquer de la Caraïbe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va assister aujourd'hui à une redéfinition des grands équilibres géopolitiques et sans entrer dans les détails, il s'agit quelque part de faire un pendant aux zones de libre-échange qui sont en train de se mettre en place et de se renforcer au niveau des États-Unis et de pouvoir en fait, mettre en avant les atouts de la mer des Caraïbes, de pouvoir bénéficier de la proximité des différents pays et des îles qui se revendiquent peu ou prou de diverses influences, que ce soit européennes ou autres.
Et donc là, l'idée est vraiment de pouvoir se rejoindre, se rassembler pour être plus forts. Et si des pays comme le Venezuela, par exemple, ou d'autres ne se revendiquent pas d'abord comme des pays caribéens, mais de plus en plus, ils vont mettre en avant cette dimension. Et même au niveau des populations, mais les gens seront de plus en plus intéressés aussi à savoir ce qui se passe. Et comme je l'avais annoncé la semaine dernière, ce concept de Grande Caraïbe s'est institutionnalisé de façon beaucoup plus formelle avec l'AEC qui a été créée en 1994 dans l'idée justement de pouvoir rassembler les pays et de pouvoir protéger, défendre le patrimoine commun qu'est la mer des Caraïbes, ce qui est un des objectifs forts présents dans la convention fondatrice de l'AEC. Alors, est-ce que l'intérêt justement de cette intégration de plus en plus forte, c'est d'abord l'économie? Est-ce que ça commence par un marché économique, ensuite on rajoute la couche politique, ou c'est tout un petit peu imbriqué pour y voir plus clair? Parce que c'est vrai que parfois on est un peu perdu. Mais en fait, Céline, c'est vrai que rien que cette question pourrait faire l'objet d'une chronique d'une heure. D'une magistrale. Voilà, d'une thèse. Tout à l'heure, on parlait de l'université. Et c'est une question qui est très actuelle dans la Caraïbe, mais également dans le monde. Ce sont les questions qui se posent, par exemple, au niveau de l'Union européenne, puisqu'on se dit finalement, quand on voit tout ce qui se passe en Grèce, est-ce que l'union politique exactement donc exactement, et donc ça permet de pouvoir mettre en avant et examiner de façon plus précise le lien entre le côté politique et le côté économique. Lequel vient d'abord? On dirait qu'en général, on va plus partir d'une volonté politique, comme ça a été le cas très fortement dans la Caraïbe. Mais c'est vrai que si on se réfère à l'Union européenne, ça a d'abord commencé par la CECA, Communauté économique du charbon et de l'acier, et c'était au départ une volonté économique, après la guerre, de se rassembler pour être plus fort sur la scène internationale. Donc c'est une question qui n'a pas de réponse tranchée. Mais il est vrai que dans la Caraïbe, à mon sens, en tout cas, après les indépendances, les différentes îles, au départ, tous les pays continentaux ne se revendiquaient pas de la Caraïbe, mais les différentes îles ont eu envie de commencer à faire des choses ensemble. Et donc, c'était une volonté politique très forte. Quand on aura l'occasion de venir plus précisément dans une autre chronique sur la CARICOM, par exemple, on verra notamment l'influence de personnalités comme Michael Manley de la Jamaïque et d'autres pères fondateurs qui avaient déjà une vision pour la Caraïbe, et partant d'une nécessité au départ de se dire, mais on est dans ce petit coin de la planète, de cette belle mer, et puis on va essayer d'avancer ensemble, même si les considérations économiques ne sont jamais très loin, parce que ça, on le verra même avec les organisations internationales, mais souvent ce sont des questions budgétaires qui vont déterminer le fait qu'un projet politique va avancer plus ou moins vite selon qu'on émettra plus ou moins de budget, et que les questions très actuelles comme la crise économique aujourd'hui, le chômage, la protection de l'environnement font bien voir qu'une volonté politique est indispensable et nécessaire, mais qu'elle va s'accompagner d'un volet économique pour arriver à son terme en tout cas. Alors, l'autre question, puisque ça s'appelle Caraïbe Scoop, c'est que l'actualité, quelquefois, nous emmène à des scoops. Visiblement, Sabrina, vous en avez un aujourd'hui. Alors oui, je suis arrivée en vous disant, j'ai un scoop dont j'avais envie de parler. C'est un scoop, et c'est aussi un petit coup de cœur, parce qu'en fait, on parle de Grande Caraïbe, et c'est de voir que la Grande Caraïbe, elle s'agrandit, elle se renforce, en tout cas au niveau institutionnel, puisqu'en début de semaine, il y a Saint-Martin, la partie hollandaise de Saint-Martin, donc qui a officiellement emmené sa candidature à la CARICOM. Donc Danick, je sais, comme vous êtes friand de toutes les questions relatives à la CARICOM, nous aurons l'occasion d'y revenir, et on va suivre avec attention tout ce processus. Alors il faut bien dire que pour nos téléspectateurs qu'il y a Saint-Martin et Saint-Martin, et quand on parle de Saint-Martin, on parle de la partie hollandaise. Hein. La partie hollandaise, tout à fait. Tout à fait. La partie française n'a pas encore fait ce choix. La partie française n'a pas encore fait ce choix. Elle aurait pu le faire l'année dernière à Mérida. À Mérida, en fait, il s'agissait de l'Association des États de la Caraïbe, de l'AEC, donc on ne parlait pas particulièrement de l'adhésion à la CARICOM, mais c'est vrai que ce sont des questionnements qui se posent dans tous les exécutifs, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin ou à la Guyane, et que la partie hollandaise de Saint-Martin a déjà franchi ce pas. Je dirais que pour ce qui concerne
les territoires français. La question de la CARICOM est un peu plus délicate. On verra ça en détail peut-être une autre fois, mais que rapidement, la CARICOM, elle a son pendant qui est le CARIFORUM, donc les pays qui sont réunis, organisés autour d'objectifs économiques. Et un de ces objectifs économiques, notamment, est de pouvoir suivre et accompagner les négociations commerciales avec l'Union européenne. J'imagine que ACP, ça vous dit quelque chose. Oui. Donc les pays du groupe Afrique, Caraïbes et Pacifique. Et que notre position de région européenne reste un point... Enfin, européenne entre guillemets, bien oui, sûr. européenne. Merci. En tout cas, au niveau institutionnel, dans ce bassin caribéen. Mais je voulais juste expliquer que c'est un point délicat qui fait que la question de l'adhésion à la CARICOM ne se pose pas de la même façon pour une région ultrapériphérique que pour, par exemple, une région comme Sainte-Martine, qui n'en est pas une et qui n'est pas intégrée à 100% dans l'Union européenne. Mais en tout cas, une question d'adhésion que nous suivrons avec attention. Alors, je n'ai pas envie d'entrer dans le détail, mais enfin, d'après ce qu'on sait de cette émission, de cette chronique, on aura à parler de toutes les grandes institutions de la Caraïbe. On peut rapidement les citer, Sabrina? Alors, toutes les grandes institutions de la Caraïbe, je pense que la chronique d'aujourd'hui ne suffirait pas, mais c'est vrai que suite à la définition de la Caraïbe que j'ai dressée la semaine dernière, j'ai pensé qu'il serait intéressant, pour compléter un peu le portrait d'introduction de la Caraïbe, d'envisager l'évolution historique dans laquelle la Caraïbe s'est construite de façon institutionnelle. Donc là, tout à l'heure, on a parlé avec le scoop de Sainte-Martine, ce qui nous a permis d'approcher rapidement la CARICOM. Donc juste pour dire que justement la CARICOM a été la première organisation créée en 1973, donc CARICOM pour Caribbean Community. Que c'est une organisation qui a essaimé dans la Caraïbe, puisque l'objectif était de pouvoir doter cette région Caraïbe d'institutions communes, en tout cas dans la mesure du possible. Et c'est dans le sillage de la CARICOM que, par exemple, est né UWI, l'Université des West Indies, que sont nés aussi... CARIFESTA aussi. Exactement. Donc on retrouve tout à fait. Tout à fait, une volonté d'identité de la Caraïbe. Le préfixe Cari. Mais c'est vrai que c'était une volonté et une vision très ambitieuse et très large qui a donné lieu à une dizaine d'institutions que je ne citerai pas aujourd'hui. Oui. On fera ça de façon plus fine dans une émission, enfin une chronique en tout cas sur la CARICOM, et de dire que vraiment c'était que les pays se rassemblent et puissent travailler en commun, puissent avancer ensemble. Et donc pour ça, il fallait que cette Caraïbe se dote d'institutions. Tout à l'heure, j'ai parlé rapidement du CARIFORUM, qui est lié aussi à la CARICOM. Donc la CARICOM, créée en 1973 par le traité de Chaguaramas, donc qui prévoit la mise en place d'une économie commune, d'une union monétaire. À l'époque, c'était un projet qui finalement est en train de se réaliser, puisque le traité de Chaguaramas a été révisé en 2001. Et que depuis 2006, on va retrouver donc davantage d'éléments de réalité dans cet objectif d'union économique, même si l'organisation qui présente le niveau le plus élevé d'intégration sera quand même l'OECO. Donc deuxième organisation, donc organisation des États de la Caraïbe orientale. Donc si on regarde la carte, les petites îles, c'est ça? Voilà. Donc si on regarde la carte, donc ce sont toutes les petites îles, donc situées à l'est, d'où le nom d'oriental. Oui. Avec la Barbade parce que la Barbade elle est un peu éloignée des autres. Elle est dans le également. Dans le groupe. Et donc OECO créé en 1981. Donc qui, elle, avait comme objectif de pouvoir établir un marché commun avec un tarif extérieur douanier commun. Et pour signaler que d'ailleurs, la Martinique fait partie de l'OECO. Donc, pas encore en tout cas. Pas encore en tout cas. Donc ça reste une histoire à suivre. Pour parler rapidement dans l'évolution historique après l'OECO, donc on se retrouve en 1994 avec l'AEC que j'ai déjà eu l'occasion de présenter rapidement, puisque la particularité de l'AEC, c'est qu'elle a un objectif plus de concertation, de coopération à visée très large, mais de la Grande Caraïbe, et c'est elle qui a permis de formaliser ce concept de Grande Caraïbe, ou Grande Caribe en espagnol, ou Greater Caribbean en anglais. Et donc l'AEC, qui regroupe 25 États, des États associés. Voilà, donc dans ces quelques secondes, donc pour dire que
pour dire que la prochaine fois, ayant terminé de brosser rapidement le portrait de vraiment cette grande Caraïbe, très rapidement, nous aurons l'occasion d'entrer dans des sujets plus spécifiques, donc à chaque chronique. Et donc, je vous remercie de suivre Cariscope. Alors, j'ajoute une petite information très rapidement, c'est que le président du Venezuela, pour faire le point avec ce que vous disiez sur la Grande Caraïbe, eh bien, s'intéresse à la Petite Caraïbe, puisque M. Nicolas Maduro sera ce week-end, c'était pas ni hier ni avant-hier, ce week-end, donc à Dominique, ils ont proposé de construire 300 pétro-cassas, comme ça qu'on les appelle, des maisons pour venir en aide aux sinistrés du cyclone Erika qui s'est abattu sur l'île de la Dominique. Voilà. On en termine avec cette vision de la Caraïbe aujourd'hui avec Sabrina et son Caraïbe Scoop. Une petite information qui n'est pas tellement caribéenne, mais enfin qui est guadeloupéenne, c'est que on me signale que le groupe Kawikera Steel Band sera donc en porte ouverte ce week-end, comme tout le monde. C'est un groupe qui fait de la musique. Tout le monde, presque. Oui, porte ouverte, qui fait de la musique. Et donc on va prendre la page de pub et on va se retrouver avec Céline pour conclure ce journal. Et un dernier sujet sur la Dominique. Sur la Dominique, on ne sort pas de la Caraïbe, on y reste. Voilà. On ne quitte pas la Caraïbe, Céline, il est déjà 13h52. Alors je profite pour rectifier. Kawikera Steel Band fait donc sa opération de porte ouverte. C'est demain, samedi, entre 9h et 17h, ici dans leur nouveau local à l'avenue Paul Lacavé, à Capesterre, mais pas à Trinidad. Ça se passe à Capesterre. Et le Kawikera Steel Band, c'est un groupe très important, très intéressant, qui avait d'ailleurs ouvert le festival Caraïbe, c'était l'année dernière. Vous voyez, on ne quitte pas la Caraïbe. Non, et on y reste encore après Erika, la Guadeloupe, aux côtés de la Dominique, et cette solidarité qui ne faiblit pas en direction de l'île voisine. Ce matin, ça leur Rémy Ninsouta à Pointe-à-Pitre, un bilan a été dressé des premières actions d'aide à travers notamment le Coreca. Pour poursuivre dans cet élan, un concert de solidarité se tient demain à La Casa avec de nombreux artistes, dont Gordon Anderson. On voit tout cela en détail avec ce sujet signé Nicolas Hachi avec Alain Hannibal. 28 août exactement, c'est-à-dire le lendemain de la catastrophe, le Coreca avec les associations de dominicains, avec le consulat, avec bien évidemment la Croix-Rouge, le Secours catholique, nous avons monté ce comité Solidarité Guadeloupe-Dominique et on s'est mobilisé. Et nous constatons au bout de tout cela, d'abord un grand élan de solidarité de la Guadeloupe. 19 bateaux sont partis déjà apporter le résultat des collectes. Nous avons aujourd'hui en stock à peu près une centaine de tonnes encore qu'il va falloir acheminer. Donc un grand élan de solidarité qui manifeste bien notre appartenance et notre ancrage caribéen. Moi, je peux dire qu'il y a un élan de solidarité extraordinaire parce que des heures après Eric a frappé la Dominique, il y avait un nid pour souligner que la Dominique vraiment crasée. Il y a quasiment 3 ponts seulement qui résistaient, il y a les cases qui disparaissent, nous avons compté encore les morts, 46 et plus. Donc, la Guadeloupe est présente en plusieurs façons. Il y a les organisations telles que Coreca, il y a les associations dominicaines ici en Guadeloupe, il y a PEP guadeloupéen là qui allait physiquement en petit bateau pour mener les vivres, pour mener de l'eau. Et à présent, nous rentrons dans l'autre phase. Parce que les vivres, l'eau et bien comme ça, nous avons commencé à maîtriser ça. Et à présent, nous avons parlé de construction. Nous avons travaillé sur l'urgence. C'était pour de l'eau, des produits de première nécessité, des produits d'hygiène. Cette phase-là, elle est terminée maintenant. Et nous entrons dans une deuxième phase qui est la phase dite de réhabilitation.
Et c'est dans cette phase-là que nous avons prévu le concert de demain, le concert qui va rapporter de l'argent et qui sera destiné principalement à l'éducation. Ce sont des projets éducatifs que nous entendons, si vous voulez, suivre, supporter, et ce qui va nous permettre bien évidemment d'aider les enfants, de permettre que la vie reprenne, hein, en quelque sorte, à la Dominique. Ça a touché nous droit au cœur. Et prestation à moi demain, le 19 si Dieu veut, c'est pour plus dire la Guadeloupe. Merci, merci, 1000 fois merci. Voilà un mot de sport, il est 13h54 parce qu'on aime le sport dans le ZCL d'Annick. Et cette image, c'est la une de l'équipe d'aujourd'hui qui affiche en première page, on va le voir, voilà. Une photo de Tony Parker, les mains sur les hanches au coup de sifflet final de la demi-finale de l'Euro remporté hier par l'Espagne. Alors un match un peu incompréhensible puisque la France a mené jusqu'à la dernière minute. À noter que le quotidien sportif a adopté depuis aujourd'hui un nouveau format. Il est passé en format tabloïd de l'équipe. Oui. Un des quotidiens les plus moins de feuilles de papier, moins d'arbres à couper. Et puis plus pratique peut-être dans le métro pour aussi, le feuilleter. Parce que comme ça, même sur la table, voilà. Ce sera plus simple. Bien. Mais voilà, on a tout dit. On a tout dit. Je rappelle quand même que dimanche aura lieu à Fondalca, c'est à Petit Canal. Alors il y a deux manifestations. À Duval, cette journée Canari couvert, comme l'a dit Madame Jacquet. Et il y a aussi ce samedi, toujours à Petit Canal, cette journée village d'insertion. Ah, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ce matin, on verra le sujet ce soir dans le D'accord, on a tout dit. Donc on verra Céline ce soir, pas encore sur RHT, mais au moins dans le journal de ce soir. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Et pour cette semaine. Pour cette semaine aussi, c'est le week-end pour nous et pour vous. On se retrouve lundi et on remet ça. Allez. Bon week-end à tous. Bon week-end, Céline. Bon week-end, Danick. C'est bien sur l'esplanade du mémorial. Voilà, et puis ces journées européennes, il faut en profiter. Hein. Aussi, pour visiter le musée Ciel-Cher, c'est demain. Oui. C'est demain. Et n'oubliez pas Basse-Terre. C'est quoi? Le jardin botanique de Basse-Terre. Le jardin botanique, on n'a pas oublié. Allez, salut, c'est fini, on s'en va. Merci. Yann était à la réalisation technique toute cette semaine. Et ça s'est bien passé. Très bien. Très bien, pas de souci. Ça marche.